Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter assez rapidement, puisqu'on a perdu beaucoup de temps dans les présentations, et donc j'en perds encore un peu, ce qui est fait au sein du Centre Observation Impact Énergie de Mines ParisTech. Le sous-titre qui est ici... Tu prends le micro. Oui, bon, on va peu... Donc je vais essayer de vous présenter ce qui est fait au Centre Observation Impact Énergie avec les enjeux de recherche qui sont les nôtres. Le sous-titre de ma présentation est en fait aussi le sous-titre de nos activités, puisque nous travaillons entre la ressource et les impacts environnementaux pour essayer de caractériser et d'analyser ces aspects spatiaux et temporels. Donc l'articulation de ma présentation est vraiment là sur quelle est cette articulation qu'on peut avoir entre la ressource elle-même et les impacts environnementaux de nos différentes filières énergétiques dont on a eu quelques présentations depuis 2 jours. Donc nos activités principales de recherche concernent l'évaluation de la ressource solaire au travers d'imagerie satellitaire. Donc on essaye de prendre un peu de hauteur par rapport à la Terre et de voir ce qu'on peut obtenir comme information de la part de ces vecteurs-là. Une évaluation de la ressource aussi en utilisant les modèles météo, ce qui nous amène vers ce qu'on appelle la météorologie pour l'énergie, et un ensemble de développements méthodologiques pour l'évaluation et l'aide à la décision pour la réduction des impacts environnementaux dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. L'outil principal que nous utilisons, c'est l'analyse de cycle de vie. Et nous essayons justement dans notre activité de faire cette liaison sur les aspects spatiaux et temporels que l'on peut avoir dans l'observation de la Terre pour l'évaluation de la ressource et avec les impacts environnementaux que l'on peut obtenir par analyse de cycle de vie. Une grosse activité aussi, et qui peut être un vecteur de collaboration au sein de l'IEMT, c'est la dissémination des données scientifiques au travers de services web, qui nous permet non seulement de produire des articles, mais aussi de produire des outils qui sont mis à disposition des industriels, qui sont utilisés dans le domaine de l'évaluation de la ressource solaire. Par exemple, on compte 40 000 utilisateurs par an de nos données et de nos bases de données. Donc pour vous expliquer ce que l'on fait, on a développé un travail au travers des méthodes qui s'appellent Heliosat, qui sont en bas, qui sont des méthodes d'estimation du rayonnement solaire incident au sol par analyse d'images satellites, les fameuses images météo que vous regardez le soir pour savoir s'il pleut à Paris ou pas, et qui nous permettent d'évaluer la quantité d'énergie qui arrive au sol. Donc c'est un travail qui a commencé dans les années 80. On a construit une base de données depuis ces années-là qui nous permet d'obtenir une information en tout point du cercle Météosat pour une temporalité qui démarre en 85 et qui, à l'heure où je vous parle, continue à être enrichie tous les quarts d'heure. Donc vous avez des exemples de ce qu'on peut en faire, une moyenne multi-annuelle de l'irradiation globale qu'on peut obtenir, horizontale, pardon, qu'on peut obtenir en fusionnant toutes les informations que l'on a disponibles qui viennent des modèles météo, mais aussi de nos bases de données. Vous avez un exemple de série temporelle en un point donné, ce qu'on est capable de reconstruire comme information sur l'ensoleillement local, et donc qui permet à nos industriels de faire, par exemple, du suivi de la production de leur système énergétique. Et vous avez aussi des exemples de cartographie à plus haute résolution, à 5 km, qui sont les travaux actuels sur lesquels nous avons développé nos activités et que l'on va continuer à faire évoluer avec l'évolution des systèmes d'acquisition d'images. Donc cette cartographie-là, on est capable aussi de la mettre à disposition des utilisateurs. Vous avez un bel exemple là au travers de Google Earth sur l'accès à l'information sur le rayonnement solaire pour la France, par exemple. Et aussi, nous avons travaillé derrière sur un outil qui nous permet de donner l'information à une plus haute résolution, ici une cartographie à 200 mètres de la région PACA, donc qui consiste à intégrer toute donnée d'observation de la Terre au sens du système global d'observation de la Terre qui s'appelle GEOS, le Global Earth Observation System of Systems, donc qui sont toutes les données, les modèles, les bouées, les mesures in situ. Et vous avez ici un résultat d'un travail qui est une intégration de données in situ, donc mesures qui ont été placées, qui étaient intégrées sur l'ensemble du territoire, de l'utilisation de l'observation et de nos bases de données, suivi derrière de calculs qui ont permis d'intégrer l'horizon, l'ombrage lié au relief, et qui permet d'accéder à cette cartographie-là à haute résolution. Donc tout ça est disponible. Ça a été mis en œuvre dans le cadre d'une collaboration qui nous a permis de mettre à disposition ces données-là.
Je vous donnerai une dernière adresse à la fin qui vous permettra de retrouver tous nos travaux et de récupérer des outils et d'accéder à une partie de l'information. Donc cette ressource solaire, on est capable de l'avoir donc à très haute résolution, puisqu'ici on arrive jusqu'à 200 mètres. On a développé cette méthode pour ça. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment intégrer dans une approche de type analyse de cycle de vie la ressource, puisqu'on s'aperçoit que, comme on l'a vu dans les différentes présentations hier, l'impact des systèmes va fortement dépendre pour les énergies renouvelables de la quantité d'énergie disponible à l'endroit où on va l'installer. Donc vous avez ici un schéma classique d'analyse de cycle de vie, du berceau à la tombe, qui décrit les différentes étapes. Et on a un endroit où l'impact est souvent important, c'est la partie utilisation du panneau photovoltaïque, les 25 ans ou les 30 ans pendant lesquels le système fonctionne, et dans lequel on va devoir intégrer toute la ressource qui va être disponible. Donc à partir d'une analyse de cycle de vie des systèmes, qu'on a aussi essayé d'améliorer en introduisant des simplifications pour avoir un outil qui soit facile à utiliser par nos industriels, on est capable de définir une performance environnementale d'un panneau photovoltaïque, par exemple, sur un lieu donné. Ici, vous avez un outil qui est disponible, vous avez l'adresse en bas, qui permet de calculer l'impact environnemental, non seulement en termes de CO2, mais en termes de tous les impacts qu'on peut retrouver dans les différentes méthodes de type Impact 2002+, tout ce qu'on va retrouver sur le nombre d'années de perte de vie, de jours, pardon, pas d'années, parce que si on part en année, ça va être difficile, pour tout ce qui va être écosystème et tout l'impact sur la santé qu'on peut avoir. Donc, typiquement, vous avez un exemple, un lieu plutôt dans le nord de la France, un lieu plutôt dans le sud, et une différence de 26% quand même en termes d'impact des systèmes. Donc, ce qui renforce l'idée qu'il faut aussi regarder la ressource sur les systèmes qu'on veut installer, parce que l'impact qu'ils vont avoir seront plus ou moins faibles en fonction de la quantité d'énergie disponible et accessible. De la même manière, si on regarde le cycle de vie d'une éolienne offshore, là on a essayé de faire cet exercice-là un peu plus loin, on a le même type d'analyse de cycle de vie possible avec les différentes étapes du berceau à la tombe, et on a essayé d'estimer au travers, premièrement, de la ressource, puis de l'intégration de l'analyse de cycle de vie, quels seraient les impacts d'un système. Donc, pour pouvoir faire ça, on travaille sur la caractérisation de la ressource éolienne. On a fait dans le passé des travaux sur l'éolien offshore avec l'utilisation d'images satellites pour avoir une cartographie à haute résolution sur l'océan. Ici, on a pris une autre approche qui nous a permis d'obtenir une cartographie à haute résolution sur, ici, l'exemple qui est fourni, qui est le Maroc, puisque c'était une collaboration avec l'IRESEN et avec le ministère de l'énergie, des mines et de l'eau et de l'environnement marocain, dans une collaboration entre Mines ParisTech et eux. Une première cartographie à haute résolution, qui est la cartographie globale qu'on peut obtenir à partir de la donnée météo, et une descente d'échelle au travers de la modélisation numérique météorologique, une augmentation progressive de la résolution spatiale. Vous avez un exemple ici à 5 km, et au final, une cartographie que l'on amène à 1,6 km qui permet déjà de se poser des questions sur le lieu d'implantation des fermes éoliennes que l'on va choisir. Donc vous avez un très beau poster qui est là-dessus et qui montre aussi l'ensemble des travaux, la méthodologie qui a été appliquée. Je vous incite à en discuter avec Alexandre qui est là et qui pourra répondre à vos questions. Donc quand on reprend cette idée d'évaluation de la ressource et qu'on met derrière ça l'impact environnemental, on a essayé dans le cadre d'un projet européen de définir l'impact qu'aurait une ferme éolienne offshore en fonction d'un certain nombre d'éléments. Les critères principaux qui sont les profils de vent, la courbe de puissance de l'éolienne bien sûr, mais aussi la profondeur des fonds marins. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien implanter des fermes éoliennes au-delà de 20 mètres. Donc qu'est-ce qui se passe après? On change de technologie, et c'est tous les développements que vous avez actuellement sur l'éolien offshore. Quand on met de l'éolien, il faut ramener l'énergie à la côte, et donc il y a un problème de distance à la côte pour des câbles qu'il va falloir tirer, donc des câbles électriques souterrains. Et enfin, vous avez une distance au port qui est importante parce que ces systèmes-là, il faut les maintenir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est coûteux. Et donc, en intégrant cet ensemble d'informations,
On a ici un exemple d'un indicateur de changement climatique en termes de performance exprimée en grammes de CO2 équivalent par kilowatt produit, avec une configuration standard de ce que peut être la vie de la ferme éolienne sur une vingtaine d'années. Et vous avez un outil qui vous permet de la même manière d'accéder à cette information et de jouer avec les différents paramètres pour vous donner une information là-dessus. Donc cette carte-là combine à la fois une technologie flottante et une technologie ancrée au sol. On s'aperçoit donc que les impacts de la technologie au sol sont plus importants proches des côtes. En gros, plus c'est rouge, plus l'impact CO2 est important. Les technologies flottantes deviennent difficiles quand on s'éloigne vraiment beaucoup des côtes. Enfin, pour conclure ma présentation, je voulais juste vous parler de cet aspect dissémination de l'information, puisqu'on a entrepris cette activité de dissémination il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, parce qu'on s'est aperçu que, certes, c'est bien de faire de la recherche et de développer un certain nombre d'activités, mais il faut quand même permettre aux utilisateurs d'accéder à cette information-là. Donc on a développé un certain nombre d'activités, et je vous présente juste la dernière, qui est quelque chose qui est caractéristique de ce qu'on a pu faire dans le passé et qui est aussi une formidable vitrine pour nous, qui est le géocatalogue que nous avons développé dans le cadre de l'Atlas global des énergies éoliennes et solaires développé par l'Agence internationale des énergies renouvelables qui est basée à Abu Dhabi. Donc il y a 3 éléments en gros là-dedans. Il y a la ressource que chaque utilisateur a et qui est interopérable. Vous avez un catalogue qui réunit les moyens d'accéder à cette information, plus tout un tas d'informations. Et c'est ce travail-là que nous avons fait. Et derrière, vous avez un système de type système d'information géographique qui permet d'accéder à cette donnée et donc d'avoir une interaction avec cette donnée-là. Tout est accessible sur le net. On a pu, nous, y introduire un certain nombre de nos activités de recherche, notamment la partie MAC qui est l'évaluation de la ressource solaire que l'on fait pour l'Union européenne et qui sera un des services de la Commission dans le futur pour l'énergie et pour l'atmosphère, donc qui sera accessible aussi en ligne, plus un certain nombre de projets. Andors est un développement de produits basés sur l'observation de la Terre pour les industriels, et Energeo, qui est le travail que l'on fait actuellement sur les impacts environnementaux. Vous pouvez découvrir tout ça au travers du site web qui est là-dessus, et aussi au travers du site de notre centre qui est accessible en ligne et que vous pourrez très largement visiter si vous avez envie de le faire. Merci.